Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec David Nadal, CEO de Eden Games. Donc bonjour David, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots qui tu es et qui est Eden Games? Bonjour je suis le responsable d'Eden Games. Donc Eden Games historiquement c'est une société qui est née en 1998 et on est surtout connu pour nos jeux de course automobile. Même si on a fait des jeux d'action-aventure, des jeux de plateforme, mais on a eu beaucoup de succès avec nos jeux de course automobile. Donc je suis le responsable de cette structure. Ça veut dire que je dois insuffler la créativité et diriger un peu toutes les équipes pour aller dans le sens et de la vision du studio. Eden Games, c'est un studio qui revient de loin, je pense qu'on peut le dire, parce que à partir de 2011, il y a eu une vague de licenciements quand vous apparteniez à Atari. Ensuite, vous avez été passé en liquidation judiciaire en 2013. Mais l'an dernier, en 2015, vous avez sorti un jeu qui s'appelle Gear Club sur Apple TV, qui a plutôt bien marché, si j'ai bien compris. Donc c'est vraiment super de vous voir sur le devant de la scène à nouveau. Mais jusqu'à peu, on pensait que vous avez été fermé. Ça a été surprenant quand on a appris à propos de ce jeu et tout. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ces événements se sont déroulés? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pas de problème, même si c'est pas forcément des moments très agréables à vivre. Donc ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de studios il y a quelques années. Donc en gros, Atari n'avait plus les moyens de financer les productions d'Eden. Et dès 2011 d'ailleurs, a commencé à nous demander de réduire la voilure, ce qu'on a fait. Ce qui a donc déboulé sur pas mal de vagues de licenciements. Et en 2013, a pris la décision de fermer le studio. Dans l'optique de pouvoir remonter la pente, c'est ce qu'ils font actuellement. Donc c'était probablement une bonne décision. Et donc c'est en 2013 qui, pour nous, est une année finalement de déception, mais c'était aussi une année qui nous a permis de rebondir assez rapidement finalement. L'idée a germé dans ma tête et dans la tête de mon associé Jean-Yves Geffroy qui fait partie de l'aventure, de pouvoir remonter le studio, c'est-à-dire commencer déjà par racheter la marque Eden Games, racheter tous les assets du studio qui restaient après la liquidation judiciaire et de retenter une aventure. Donc retenter une aventure, ça veut dire essayer de retrouver un petit peu ce qui faisait l'essence d'Eden, c'est-à-dire l'innovation et toujours faire des jeux créatifs. Mais pour commencer, il nous fallait vraiment une identité forte et on a clairement tout de suite pensé que faire du jeu de racing était la meilleure solution et la meilleure idée. Et donc très rapidement, ce qu'on a pu faire, c'est trouver des financements pour pouvoir relancer une production en interne, pour relancer l'activité. Et donc étant donné le départ où on était vraiment très peu, on s'est orienté vers le mobile, qui pour nous était un nouveau monde, même si jamais avant que Eden ferme, on avait déjà commencé à travailler dessus. Et donc des plus petits budgets, une équipe plus restreinte, mais toujours les mêmes ambitions de créativité, de qualité. Et le jeu qu'on a sorti l'année dernière sur Apple TV, mais qui est vraiment terminé aujourd'hui et qu'on sort d'ailleurs aujourd'hui sur iOS et sur le store Apple. Aujourd'hui, le jeudi 27 octobre, pardon. 2016, tout dépendra, oui c'est vrai, de quand les gens vont regarder la vidéo. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un moment important parce que c'est la première étape d'une reconstruction. Et surtout une première étape réussie pour nous parce qu'on a quand même réussi à reconstruire une entreprise et surtout une équipe très compétente et créative et qui fait que tous les jours on est heureux de faire ce métier. Gear Club, c'est un jeu qu'on n'a pas encore pu essayer, mais c'est un jeu de simulation d'automobile sur mobile, donc ça déjà c'est assez peu courant dans le milieu du mobile. Je crois qu'il y a Real Racing qui fait ça aussi, qui doit être votre principal concurrent j'imagine.
Et donc c'est déjà assez ambitieux, puis quand on voit les visuels du jeu, le jeu est vraiment joli. Sur le coup j'étais assez surpris de voir que c'était un jeu mobile quand j'ai vu des petits extraits. Donc c'est vraiment bien de voir que vous avez pu remonter cette pente et puis maintenant sortir aujourd'hui du coup ce nouveau jeu. Et après j'espère encore d'autres par la suite. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de Gear Club, des ambitions du jeu, de comment il se démarque de vos précédents jeux de course? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'était V-Rally. Il y avait aussi un jeu de Porsche sur PS1, si je me souviens bien. Et ensuite, la série des Test Drive Unlimited. Et donc voilà, comment ils se différencient de ces jeux-là et comment ils se différencient aussi du marché de la simulation automobile? Donc nous, on n'a pas forcément cherché à se différencier des jeux qu'on a fait auparavant. On s'est plutôt nourri de toutes les expériences que nous on a pu avoir par le passé. Donc on a pris un peu les meilleures idées qu'on avait et tous les éléments qui nous permettaient de proposer une expérience différente sur mobile à des joueurs qui sont finalement habitués pour la simulation à Real Racing. Donc aujourd'hui, si vous jouez à Gear Club, ça ressemble quand même beaucoup à Test Drive Unlimited parce que pour nous c'était un des jeux qui était le plus abouti, en tout cas qui accomplissait un peu le plus la vision qu'on avait d'un jeu qui se voulait multijoueur. Et donc en gros Gear Club, ce qu'on a essayé de faire, c'est de proposer, c'est comme ça qu'on a pitché à nos investisseurs, c'est comme ça qu'on a réussi à les convaincre d'investir dans notre entreprise, parce que pendant plus de 2 ans, on a dû travailler sans avoir de revenus, et donc on a besoin d'investisseurs. Et donc en gros, la vision derrière Gear Club, c'était de se dire, aujourd'hui, tous les jeux, la plupart des jeux de racing, c'est on choisit une voiture, on choisit un circuit et on va courir. Et donc en gros c'est la boucle principale du jeu et c'est quelque chose qui est assez, nous on pense, ennuyant. Donc on cherchait à trouver une enveloppe, ce qu'on appelle le metagame. Je ne veux pas non plus parler de trop technique, mais en gros je voulais un metagame plus puissant et donc c'est là où l'idée du Gear Club est née. Donc en gros l'essence c'est la course des joueurs des uns contre les autres. Chaque joueur se crée son propre, ce qu'on appelle nous le performance shop, dans lequel il va construire des ateliers dédiés à la voiture. Il va embaucher des ingénieurs et en gros ces ingénieurs il va les faire travailler sur les voitures. Et donc en gros ces ateliers sont spécifiques, soit pour le moteur, soit pour les pneus, soit pour l'aérodynamisme par exemple. Et donc en gros les voitures vont pouvoir être tunées mais de façon interactive dans cet atelier-là. Et donc la boucle de jeu c'est plutôt, on achète une voiture dans ce qu'on appelle un car dealer, on la choisit, on l'achète, on la ramène chez nous, on l'améliore et ensuite on va courir avec contre les autres joueurs. Si on voit que les autres joueurs avec la même voiture font des meilleurs résultats, soit ils sont meilleurs, soit c'est parce qu'ils ont amélioré leur voiture. Donc on retourne dans son performance shop et on améliore la voiture et on y retourne. Et donc en gros c'est ce mélange de PVP finalement avec cette composante metagame performance shop qui est en parallèle. Le jeu c'est un free-to-play ou il est payant? Je ne sais pas trop comment est le système économique. Donc aujourd'hui on a choisi le free-to-play qui nous paraît être un système plus fair-play. Même si jamais tout le monde ne sera pas d'accord. Plus fair play, pourquoi? En tout cas, pour moi, c'est qu'en gros, tant qu'on n'aime pas, on ne s'investit pas et on ne paye pas. Par contre, on a l'expérience complète dès le début. Alors, je parle de free-to-play, entre guillemets, qui joue les règles du jeu. C'est-à-dire qu'en gros, pour nous, c'est du moment qu'on aime le jeu, du moment qu'on s'investit, on trouve normal que les joueurs aient à payer des éléments dans le jeu. Par contre, ça arrive assez tard dans le jeu, et ça c'est une volonté de notre part, c'était pour que le joueur, soit il est accro, soit il aime le jeu et il paye, soit il a pas accroché et il n'a pas été obligé d'acheter un jeu en boîte cher, c'est gratuit. Quels éléments dans le jeu sont payants du coup? Il y a plusieurs éléments, donc il y a les éléments qu'on achète purement, tout ce qui est cosmétique. Une partie est réservée à de la monnaie un peu premium, d'accord, soit qu'on gagne, soit qu'on achète. Et après c'est le temps. Installer un nouveau moteur peut prendre 2-3 minutes. Si on n'a pas envie d'attendre les 2-3 minutes, on accélère le temps. Et accélérer le temps coûte un peu de cette monnaie.
Mais encore une fois, cette monnaie, elle n'est pas forcément, enfin c'est pas directement de l'argent, hein. C'est de la monnaie du jeu qu'on gagne aussi, si jamais on est bon dans le jeu. Actuellement, combien de développeurs sont sur ce projet à Eden Games? Donc aujourd'hui, Eden, c'est une vingtaine de personnes en CDI à Eden, mais c'est aussi une quinzaine de personnes à l'extérieur qui travaillent pour nous, qui sont des freelances, qui sont des intermittents, et aussi quelques sociétés, alors pour le coup, qui ne sont pas en France, qui travaillent aussi pour nous, qui nous font des graphismes, essentiellement les voitures, quelques décors, des sons, qui nous permettent de moduler en fonction de nos besoins la taille de l'équipe. Donc on va dire, si je dois compter en pic, une quarantaine de personnes. Ce qui est gros pour un jeu mobile, hein. Alors maintenant, on va parler d'un jeu qui m'a particulièrement marqué, qui est sorti le 21 novembre 2003. Donc je parle de Kaya, ça ne nous rajeunit pas, ça c'est sûr. Donc c'est de Kaya Dark Lineage, qui est un projet qui se différenciait vachement de vos précédentes réalisations, qui étaient essentiellement tournées autour de Verali. Donc est-ce que tu peux nous parler de ce projet, tout simplement? Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce projet, donc on va essayer d'être concis. Donc oui, Kaya, alors je suis étonné, vu ta jeunesse, que tu le connaisses finalement. D'accord, non, ça fait un moment. Donc c'est un jeu qui est déjà, d'un point de vue de la lignée des jeux à Eden, qui est sorti, qui a été initié justement après Verali 2, donc c'est un peu le grand écart finalement, mais pas tant que ça, parce que finalement quand nous on a commencé Eden, ce qu'on voulait c'est faire des jeux créatifs, originaux, et surtout d'action où on avait des émotions. Et donc nous on pense que le motorsport est un élément vraiment, et en plus on est tous passionnés de ça, donc forcément c'était un élément naturel et des jeux naturellement qu'on a pu faire. Par contre il y avait une volonté aussi au studio de dire peut-être qu'on pourrait faire autre chose, proposer quelque chose de différent. Et on a initié Kaya à cette époque-là. Et je dois avouer que ça fait partie de mes jeux préférés. Même si jamais je pense que je dois pas te dire de bêtises, c'est peut-être le jeu qui a le moins bien vendu de tous les jeux que j'ai pu faire. Donc c'est d'ailleurs un peu frustrant. C'est un peu frustrant. On le rappelle, ce jeu est sorti en même temps que Beyond Good and Evil, Prince of Persia et Sable du Temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Beyond Good and Evil qui a peut-être pas forcément mieux marché. Si, je pense qu'il a mieux marché que Kaya quand même. Sur le temps, oui. Ubisoft, etc. Il y avait Ratchet & Clank, c'était le 2 à l'époque, Jack 2. Jack and Daxter aussi. Sly 2 qui est arrivé. Sly Raccoon. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu peur. On aurait peut-être dû, mais c'est vrai qu'à l'époque, on était vraiment orienté et vraiment focusé sur notre production et sur tout ce qu'on pouvait y mettre d'original. D'ailleurs, personnellement, même si jamais je sais que ça n'a pas été un succès d'un point de vue business, donc c'est un échec parce que avant tout, il faut qu'on puisse générer des revenus qui puissent nous faire continuer à faire des jeux vidéo. Ceci dit, je continue à recevoir des emails. J'en ai reçu la semaine dernière. De fans qui me demandent toujours mais qu'est-ce qui se passe après, où est-ce que Kia et Franck atterrissent, c'est quand le 2, c'est la question suivante. D'accord. c'est quand le 2 et donc c'est vrai que pour moi ça me fait vraiment, ça me touche même à chaque fois que je reçois ces emails. Alors ça me touche qu'on me pose cette question là parce que pour moi j'ai vraiment une affection toute particulière pour ce jeu là, peut-être parce que j'ai pas réussi à montrer ce qu'il avait vraiment dans le ventre et que le jeu a pas vraiment réussi. Ceci dit, tous les gens qui l'ont acheté et tous ceux qui l'ont essayé, j'ai quand même beaucoup de retours positifs. Donc voilà, donc ce jeu-là, c'était né d'une envie finalement de faire autre chose que du jeu de racing et de s'essayer à quelque chose qui était plus de l'action et une histoire qu'on avait en tête depuis un moment. Comment sauver un peuple et le libérer. C'était un peu métaphorique à l'époque, hein, mais le libérer et une fois qu'on le libérait, ce peuple-là nous aidait à continuer notre quête. C'était ça l'idée d'origine.
pour ceux qui ont joué, les natives, les Wolfen. Et donc en gros on avait pris un petit peu l'image de petit chaperon rouge, donc Kia, donc, ce qui justifie que ce soit une fille, que nos ennemis étaient des loups. Donc en gros on a essayé de mettre en parallèle pas mal d'éléments qui nous donnaient un fond cohérent, en tout cas que tout le monde pouvait connaître, et mettre en avant tout le gameplay qu'on voulait vraiment montrer. Quand vous êtes lancé dans cette production, quelles étaient vos ambitions vraiment? Qu'est-ce que vous vouliez faire avant tout pour que, bon, pas que ce soit une réussite niveau commercial parce que ça c'est autre chose, mais que pour vous vraiment le jeu il soit réussi, il soit comme vous l'attendiez au final? Alors pour nous, quand on a commencé à créer Kaya, Kia ou Kaya, ça dépend des pays. On me pose aussi la question des fois. En VF c'est Kaya. Kaya, ouais. Donc il y a des gens qui disent Kia aussi, donc moi je dis Kaya. Quand on a commencé à créer, donc l'angle d'attaque c'était de dire on est fou de jeux de plateforme. À l'époque c'était Mario. À l'époque c'était vraiment la 3D dans les jeux de plateforme qui naissait. Et on adorait tout ce qui était mélange un peu des genres. Donc c'était déjà le début il y avait même des GTA qui existaient à l'époque, hein. Mais pour nous c'était de dire aujourd'hui la plateforme c'est bien, mais on aimerait rajouter d'autres éléments. Donc en plus de l'histoire, on avait 3 couches finalement, même 4 d'ailleurs. Un qui était la plateforme classique, un qui était l'utilisation du vent. Donc là-dessus, on a eu pas mal de puzzles, pas mal d'éléments très intéressants finalement, et des sensations qui se rapprochent un peu des sports extrêmes, hein. Et d'ailleurs, un des piliers aussi, c'était la glisse. Donc on pouvait soit glisser dans des toboggans, soit s'envoler dans les airs et finalement planer ou tomber en fonction du gameplay comme on le souhaitait. Et les derniers éléments, qui était un des plus gros éléments et qui n'a pas forcément été compris tout de suite, c'était tout ce qui était baston. Peut-être notre erreur, ça a été de dire que la baston allait venir au fur et à mesure dans le jeu, un peu au jeu Nintendo, hein, c'était un peu nos inspirations. Et en fait, on n'a pas montré comme quand on fait un jeu maintenant, on montre tout de suite, on enlève tout. Et après on redistille au fur et à mesure. C'est pas ce qu'on a fait. Dans Kaya, on commençait par des petits coups de combat. Et tant qu'on n'allait pas assez loin finalement dans le jeu, on ne se rendait pas compte le fait qu'il y a du blocage, qu'il y avait des grabs, qu'on pouvait prendre les loups, les envoyer les uns contre les autres, de finalement avoir un système de combat dont je suis très fier finalement, qui était très poussé en fait. Moi c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus impressionné dans le jeu à l'époque. Enfin, c'est pas forcément le truc qui m'a le plus plu, c'est vraiment l'aventure globale, je dirais, qui m'a le plus plu, mais le système de combat, justement, tu disais, il y avait Prince of Persia, il y avait d'autres, même les autres jeux de plateforme, Jack, Ratchet et tout, enfin, qui n'avaient pas forcément de système de combat comme ça, et je me rappelle avoir trouvé le système de combat de Kaya justement super profond, super poussé et enfin, ultra impressionnant. Enfin, en tout cas à l'époque j'avais été vraiment donc maintenant je sais pas si je serais autant impressionné, mais en tout cas à l'époque j'avais vraiment été super impressionné justement par ce système de combat et justement toutes les possibilités qu'il offrait. En fait c'est d'ailleurs le retour qu'on a eu beaucoup, mais c'était aussi une des intentions, mais c'était même l'intention majeure. C'était à l'époque, hein, pour vous donner des inspirations, d'ailleurs il y a certains coups qui ressemblent, c'était Tekken, c'était le début de Tekken. Et moi j'étais un fan inconditionnel et sans vouloir faire un Tekken dans un jeu de plateforme, ce qui était un peu l'idée finalement, hein, parce que ça a quand même été simplifié. On a voulu dire les combats, le problème c'est que dans tous les jeux d'aventure, ça reste, on bourrine le bouton et c'est pas très profond. Bon, c'est moins vrai maintenant évidemment, mais à l'époque c'était le cas. Et donc on s'est dit, c'est quand même intéressant de dire un des éléments qu'on n'arrêtait pas de se raconter entre nous avant que le jeu n'existe, c'était de se dire, Kia, elle va glisser, elle va sauter, elle va prendre un courant d'air, elle va s'envoler et ensuite elle va plonger sur un Wolfen, elle va lui tomber sur les épaules. Et en gros, on se mettait finalement à une scène d'introduction d'un Indiana Jones, ou en gros ce côté un peu, je fais un peu de tout et j'enchaîne surtout de façon assez fluide les éléments. Et ça, je pense qu'on l'a réussi. C'était très, j'allais dire jouissif. C'est un peu prétentieux peut-être de ma part, mais je trouve qu'on avait vraiment un vrai plaisir à jouer à ce jeu-là.
Et quand on allait au bout de l'aventure, on avait cette satisfaction d'avoir résolu les puzzles, d'avoir combattu de façon intéressante et d'avoir surtout plané et glissé, ce qui donne des sensations toujours incroyables. Et en plus, on pouvait y retourner après pour avoir le 100% avec tous les trucs à trouver et tout. Je me rappelle, je l'avais fait à l'époque. J'avais du temps et j'avais passé justement vachement de temps pour tout trouver dans tous les niveaux et tout. Justement parce qu'il y avait quand même cette dimension, alors je sais pas si c'était très poussé rétrospectivement, mais qui incitait justement à explorer vraiment les moindres recoins du monde en fait que vous aviez fait, quoi. Donc ça, pour être tout à fait transparent et honnête, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait assez à notre goût. Donc l'intention d'origine, d'ailleurs quand on sauvait les natives, donc les Welfun qu'on retransformait en natives, on les exorcisait, ils revenaient au village. Et quand ils revenaient au village, ils construisaient des échoppes dans lesquelles on pouvait acheter des nouveaux pouvoirs, des nouveaux éléments de combat. Mais aussi, il y avait des mini-games dans cette échoppe-là. Et donc ce qu'on s'était dit à l'époque, c'était de se dire, on veut de la rejouabilité. À la fin, finalement, quand on aura fini le jeu, on aura ce village complètement peuplé avec tous ces mini-games et on pourra continuer à s'amuser. Et donc ça, c'était quelque chose qui n'a pas, à mon goût, pas été assez poussé, et on est arrivé à quelque chose qui franchement est frustrant pour moi, parce que s'il y a un des éléments que je pense à ne pas avoir réussi, c'est celui-là. Par contre, ce côté un peu rejouabilité, quand on commence un jeu, c'est l'essence même, parce qu'en fait on ne veut pas non plus que le joueur, une fois qu'il a fini l'aventure, même si elle était longue sur Kaya, elle était assez longue, ceci dit, il y a ce côté un peu, ça y est, j'ai fini, qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc la rejouabilité, c'est quelque chose qu'on pense dès le départ. Alors, si tu devais citer un des meilleurs moments du développement de Kaya, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Alors un développement, c'est pas toujours ce qu'on imagine en fait. Donc, je suis développeur en fait. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est une question piège, parce qu'en fait Kaya, ça n'a pas été un long fleuve tranquille finalement. Donc, qu'est-ce qui est un peu plus trouble? Donc non, finalement, ce qui nous a le plus plu, c'est dans Kaya, c'était à chaque fois qu'on montait le jeu et qu'on faisait des playtests, on se rendait compte que le gameplay fonctionnait et que ça prenait. Et donc ça, finalement, c'est toujours une satisfaction. C'est un des éléments les plus difficiles finalement à obtenir dans un jeu vidéo, parce que finalement l'histoire, elle peut être bonne ou mauvaise. Si jamais le gameplay n'est pas bon, ça tue le jeu finalement. Et donc c'était une des satisfactions, et on l'a eu, on va dire à mi-chemin entre. On a mis 2 ans et demi à faire le jeu. Au bout d'1 an et demi, déjà tout le monde s'amusait, c'était vraiment fun, et on avait trouvé notre truc. Et donc ça, c'était vraiment très intéressant. Donc peut-être ce moment-là où on commençait à faire des playtests et les gens ils aimaient. Voilà, c'était ça. Ouais. Et alors les moments les plus difficiles? Je pense que le moment le plus difficile, ça a été de convaincre Atari de faire le jeu. Oui, c'est Atari qui a financé. Donc on appartenait à Atari. En fait, Atari venait de nous racheter. On avait commencé le jeu en indépendant, et Atari, Infogrames à l'époque, venait de nous racheter. Et ce jeu-là, c'est vrai que c'était un jeu, c'est un genre qui est difficile d'un point de vue marketing et même d'un point de vue vente. Et donc ils n'étaient pas sûrs de vouloir continuer à le faire. Et donc on a été à travers une multitude d'épreuves. De milestone, de est-ce qu'on continue ou pas, qui finalement a été assez éprouvante, qui est le lot quotidien, je trouve quand même, de notre. C'est comme ça que ça marche tout le temps, mais là c'était vraiment demain, on ne sait pas si on va le faire. Voilà, donc c'était compliqué. Mais finalement, moi je suis très heureux du résultat, je suis fier de ce que j'ai fait, et d'ailleurs j'ai beaucoup de retours qui me font du bien finalement, mais in fine, si on doit prendre un peu de recul, je pense qu'on n'aurait pas dû le faire, vu que ça n'a pas eu de succès. Donc voilà. Parce que finalement, c'est peut-être pas la faute d'Atari qui a peut-être pas suffisamment cru au projet et il a sûrement pas assez marketé.
moi je ne mettrais pas forcément la faute sur Atari. Et, je pense qu'aujourd'hui, quand ils se sont mis sur ce créneau-là, le jeu, on a eu du support un petit peu quand même. Hein, mais quand ils ont vu, je pense, ils ont dû analyser. On n'a jamais fait de post-mortem avec Atari là-dessus. Mais quand ils ont dû analyser tous les jeux en présence, ils ont peut-être dû faire un choix en disant est-ce qu'on met du marketing et on dépense donc du coup plus. Et donc en gros, il faudra en vendre plus pour recouper et pour être bénéficiaire. Ou est-ce qu'on sort le jeu, on avait quand même un petit peu de presse, mais donc ils n'étaient pas vraiment sûrs et on attend de voir. Donc on en a vendu, je crois, 230 000 exemplaires, ce qui n'a pas suffi à rembourser le développement. Mais je ne sais pas si jamais, vu la concurrence qu'il y avait, si on aurait pu... Alors il aurait fallu mettre beaucoup de moyens qu'Atari n'avait pas. Donc là, pour le coup, je blâmerai pas Atari. Infogrames à l'époque. D'un point de vue purement égoïste de joueur, moi je suis content que vous l'ayez fait. Hein, on va pas se mentir, moi ça me va très bien, même si c'était compliqué pour vous. Mais du coup, maintenant on est quand même dans une époque où il n'y a plus beaucoup de concurrence sur ce secteur, ou même où on en manque beaucoup. Alors la preuve, par exemple, le dernier Ratchet & Clank qui était pas si dingue que ça. Pour nous, inférieur à beaucoup d'épisodes. Voilà, qui était un bon jeu, mais inférieur à beaucoup d'épisodes de la série, a énormément marché parce que justement on manque en fait vraiment de ce genre de projets qui coûtent cher aussi à faire, il faut le dire. Il y a aussi un autre projet dont j'ai oublié le nom Yooka-Laylee et un autre aussi, un autre projet indépendant qui j'ai plus le nom, bon tant pis, c'est pas grave. Donc il y en a quelques-uns qui retentent de revenir vers ce créneau-là parce que ça a son public quand même. Et la question que je me pose depuis des années, évidemment, c'est quand même que la fin de Kaya 1, elle suggère qu'il pourrait y avoir une suite. Hein, donc, je dis ça, je dis rien après, mais bon, c'est... Okay. Alors effectivement, quand on crée un jeu vidéo, on a toujours envie que ça crée une marque, une franchise et que ça puisse enchaîner. Donc c'est pour ça que nous, quand on a terminé Kaya, on a dû couper pas mal d'éléments qu'on a laissés pour la suite, entre guillemets. Et donc on a laissé un petit peu ce suspense à la fin du jeu. Et je pense que vu les résultats, c'était plutôt sage de pas continuer. Mais c'est vrai qu'il y a un manque et là je vois, là c'est bien parce que j'ai pu voir pas mal d'indés. Et c'est souvent dans la scène indé où je vois qu'il y a vraiment ce renouveau du jeu de plateforme, même si jamais il est toujours un peu détourné, même si jamais il y a toujours une patte un peu différente, mais c'est un jeu de plateforme, que ça peut jouer avec les saisons, par exemple, que j'aime beaucoup, ou d'autres. Hein, je trouve que ça revient et c'est plutôt bien. Quant à nous, aujourd'hui on est dans le racing, jusqu'à présent on a eu du succès dans le racing. On est toujours à côté en train de... Même si jamais ce que vous voyez, vous, c'est les jeux qu'on sort finalement, vous ne voyez pas tous les concepts, tous les essais, tous les éléments de gameplay qu'on essaye, nous, de notre côté. Et ça nous arrive d'avoir des idées de jeux de plateforme. Ça nous arrive de repenser à Kaya, souvent. Le problème, ça ne nous appartient pas. C'était la question d'après. Non, la licence ne nous appartient pas. La licence appartient à Atari aujourd'hui. C'est une licence qui, pour le coup... Là, ils les vendent pas cher. Non, mais en plus, je pense pas que ça vaille grand-chose finalement, si ce n'est une valeur sentimentale pour nous, parce qu'on l'a fait. Et aujourd'hui, je ne sais même pas si ça serait, d'un point de vue professionnel, très rationnel, de vouloir se relancer dans une production qui serait un Kaya 2. Par contre, récupérer les ingrédients qu'on avait pu mettre dans ce jeu-là, pouvoir trouver un angle un peu différent, un style graphique un peu différent et reproposer une nouvelle aventure, je pense que c'est quelque chose qu'on fera peut-être un jour. Mais aujourd'hui, c'est vrai que toutes les équipes, elles sont vraiment orientées sur le racing. J'ai beaucoup d'experts racing autour de moi. Et c'est vrai que le studio aujourd'hui est un peu moins capable de faire un jeu onirique qui fait du jeu de plateforme mélangé avec, même si jamais c'est des envies qui restent aussi avec les anciens d'Eden qui sont toujours avec moi. Moi j'irai demander à Atari combien ils la vendent alors la licence. puis je t'enverrai un mail. Il n'y a pas de souci, tiens-moi au courant. Après votre Alone, ils ont sorti cette année ou l'an dernier, un Alone in the Dark Incursion, c'est un FPS chelou, rail shooter.
Atari. Ouais, donc Oui. donc s'ils font un truc du genre pour Kaya, c'est pas... Je pense pas, parce que Alone c'est une grande marque. C'est une grande marque, mais justement, quand on parlait tout à l'heure de gameplay, le fait que finalement on a réussi cet élément-là qui faisait que quand on sortait des playtests, on avait vraiment ce sentiment d'avoir à jouer à un truc cool. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais réussi à trouver sur Alone. Et donc en gros, autant Kaya c'est le jeu dont je suis le plus fier, autant Alone, moi d'ailleurs j'ai pas rendu vraiment service à la marque, hein, parce que Fred Reynal, j'espère qu'il m'en veut pas trop, hein. Mais on n'a pas réussi. On a voulu mettre des ingrédients un peu plus action-aventure, un peu plus punchy, un peu moins horror finalement, même si c'était une demande d'Atari, hein. Nous on pensait que c'était une bonne direction et on n'a pas réussi justement à trouver ce petit truc qui faisait que voilà, que ça accrochait. Et donc le jeu, moi, il était médiocre. Donc ça fait partie des jeux qui restent vraiment ancrés dans les éléments un peu ratés d'Eden Games. Bah justement, on allait y venir, on voulait parler un petit peu de Alone in the Dark, sorti en 2008, qui a été renommé Inferno après, quand il est sorti sur PS3. Nous on l'a pas fait, donc on pourra pas en dire quoi que ce soit, ni juger quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il a une mauvaise réputation. Et on voulait savoir un peu comment le développement s'était passé. Tu as commencé un peu à en parler. Quelle dimension tu avais voulu faire pour ce jeu? C'est votre seul et unique jeu d'horreur. Qu'est-ce que ça faisait de faire un jeu d'horreur en 2008 à une époque où il y a concurrence directe avec Dead Space de EA Games, où le survival horror commençait à devenir Resident Evil 5 en 2008 aussi, je crois d'ailleurs. Et donc tu l'as dit, apparemment c'était un échec. Et est-ce que aujourd'hui, si vous faisiez du survival horror de nouveau, comment vous y prendriez, à contrario de Alone in the Dark Inferno? Donc pour nous, Alone, ça a été la suite en fait. Donc à l'époque, je m'occupais déjà du studio au complet. Et donc en gros j'avais Test Drive on avait commencé 2 productions, Test Drive et Alone. Et il faut savoir que les productions c'est les mêmes personnes finalement souvent qui ont vadrouillé d'un projet à l'autre. Et peut-être une des premières erreurs qu'on a pu faire, c'est de prendre 2 jeux très ambitieux et de vouloir les amener de front pour un studio qui finalement n'était pas si gros que ça à l'époque, on était 80. 80 pour faire 2 jeux AAA, c'était vraiment limité, même à l'époque. Et donc ça, je pense que c'était une de nos premières erreurs. Donc en gros, Test Drive devait sortir en premier, donc on a mis beaucoup de ressources sur Test Drive. Je pense que bien nous en a pris, parce que ça a créé ce que ça a créé. On a créé, je pense, un nouveau genre, et j'en suis très fier. Et ensuite, ça sera devenu plus tard The Crew, qui est un peu le successeur de Test Drive. C'est l'équipe qui avait travaillé sur Test Drive, qui après a créé The Crew. Ivory Tower, tout à fait. Et donc après, Alone a souffert de ça. Après, il y a un élément qui, là pour le coup, c'est une critique personnelle, parce que je m'en étais occupé personnellement de Alone in the Dark. C'était que justement par rapport à Kaya, c'est bien qu'on ait pu en discuter, on avait réussi tout ce côté très gameplay, très addictif, très viscéral finalement. Je ne sais pas comment vraiment l'exprimer, mais c'était ça, hein. Voilà, c'était une aventure. Et donc en gros, il nous manquait ce côté un peu plus commercial, un peu plus tape à l'œil, un peu plus, peut-être un peu plus triple A tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Et l'erreur qu'on a pu faire nous, c'est de se dire, nous on sait faire le côté viscéral, le gameplay et compagnie, on va s'en occuper plus tard. Et donc en gros, nous on va commencer déjà par faire un peu tout ce qui est spectaculaire. Et en gros, on s'est dit, quand on a pris Alone, bon déjà c'était une commande de dire, on va le sortir un petit peu de l'horreur, parce qu'il y avait déjà des gros concurrents, parce qu'on pensait que ça allait ouvrir un petit peu le marché, parce que finalement le survival horror c'est entre guillemets une niche. Et en mettant un peu plus d'action, on va toucher plus de monde. Et donc on s'est dit, on va se lancer dans des éléments un peu plus spectaculaires. Donc on a fait pas mal d'éléments technologiques qui sont, même aujourd'hui, je ne les ai pas vus dans d'autres jeux, hein, qui sont la propagation du feu, la façon dont on utilise les objets, qui sont pour moi des réussites en soi, mais qui sont des réussites de façon isolée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas trouvé, de façon après trop tardive, on n'a pas réussi, on n'a pas eu le temps à trouver ce liant qui aurait fait que ces éléments-là pris bout à bout étaient vraiment des éléments très intéressants, font que ça fait une aventure, une expérience unique, qui font qu'on se rappelle du jeu. Et donc ça, c'est vraiment ça que je pense qu'on a loupé. Et si c'était à refaire, je commencerais, comme j'ai fait sur Kaya,
à commencer par la core loop et surtout l'expérience première du joueur. Contrairement à ce qu'on peut croire, on a vendu plus d'1 million d'exemplaires de Alone in the Dark, hein, donc... Ah oui, c'était une grosse marque. C'est une grosse marque. Puis il y a eu le film. Non, C'était... on a eu de la chance. On a été ouais, en plus, on a fait un jeu qui était supporté par un film. Voilà. Et donc non, Alone, ça reste chez... D'ailleurs, peut-être que c'est ça aussi. C'est que moi, j'ai aimé Alone alors que j'étais joueur, j'étais pas encore créateur de jeux vidéo. Le tout premier de Fred. Le tout premier, celui de Fred. Et donc j'ai rencontré Fred, pour moi est une star. Et donc en gros, du coup j'avais plus de pression parce que du coup j'étais sur une franchise que lui avait créée. Et donc il fallait que je fasse quelque chose de bien. Et peut-être que je me suis mis la barre un peu trop haute finalement. Et donc, mais bon, on en a vendu beaucoup plus que Kaya. Et du coup, tu en as reparlé avec Fred après de ce jeu. T'as osé lui en parler de front. C'est tabou comme sujet. Est-ce qu'on peut le chercher, il est pas loin, hein. Je l'ai vu hier. Mais non, on n'a jamais reparlé. Jamais en parler. De toute façon, je m'en fiche. J'ai mon Alone in the Dark dédicacé par lui. Donc tout le reste, finalement, m'importe peu. Est-ce qu'il voudra un Alone in the Dark dédicacé par toi? Je sais pas. Non, je pense que je vais plutôt me faire redédicacer son Too Dark qui va sortir bientôt, que je pense va être super. Et on va en rester là. Mais non. Là, on n'a pas fait honneur à la marque. Et pour plein de raisons, hein, mais qui finalement le résultat est pas concluant et je pense qu'il faut passer à autre chose. Je pense qu'on le testera un jour, on se fera la série Alone in the Dark, on en profitera pour faire le test. Je suis désolé. Hein. Je ne ferai pas l'interview à ce moment-là. Et juste pour parler du coup des prochaines productions de Eden Games, tu nous as parlé que maintenant c'est pour l'instant centré sur le racing, parce que c'est une équipe qui est composée d'experts de racing, parce que l'équipe a été complètement reformée. Est-ce que tu l'as dit, la plupart sont partis pour faire fonder Ivory Tower. Donc tu nous as parlé des concept art qui sont très différents, et je veux savoir quelle vision tu as du futur d'Eden Games, quelles ambitions à long terme, parce que je pense que c'est un studio qui est mené à avoir maintenant une longue vie. On n'y aurait pas cru il y a quelques années, mais maintenant on est plutôt confiant et on espère vraiment que ce sera le cas. Donc quel projet vous pensez à avoir, et puis quelles idées, quelles ambitions pour le studio, si vous comptez faire du mobile encore, ou faire du PC ou de la console, ou je ne sais pas. Moi j'ai l'habitude de répondre à cette question par... je ne peux pas forcément parler des projets futurs, mais on en a beaucoup. Pour tout ce qui est de la plateforme, on est... on va dire plateforme agnostique. En gros, on va où les joueurs qui nous intéressent sont. Voilà. Donc nous, on voulait vraiment traiter le mobile. Pourquoi ? Parce que justement, d'ailleurs, on a appris beaucoup de choses en allant vers le mobile, c'est que les joueurs sont beaucoup plus difficiles. Les joueurs sont beaucoup plus difficiles, mais par contre, il y en a beaucoup plus. Et donc en gros, c'est un peu ce jeu de j'essaie de te séduire et tout le long, je peux te perdre. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce que finalement, quand on achète un jeu 60 €, 59 maintenant, peut-être 69 pour les gros méga hits, on a acheté le jeu, on est un peu prisonnier. Au pire, on s'est trompé, on n'achètera pas le suivant, mais on est forcé d'y jouer, pour la plupart. Et ça donne une balance un peu défavorable finalement par rapport aux joueurs. Donc c'est-à-dire qu'en gros, les développeurs ne sont pas forcément obligés de faire des efforts tout le long de l'aventure. Généralement, on fait des efforts, et je dis on, je ne veux pas non plus stigmatiser qui que ce soit. On fait des efforts au tout début, parce que finalement, on sait que les testeurs, ils testent au début. Il faut que ce soit spectaculaire, il faut que ce soit prenant. Et après, des fois, c'est pas forcément ce qu'on espérait. On est peut-être des fois déçus. Et finalement, ce qu'on apprend finalement dans le mobile, c'est que les joueurs, ils sont venus, en tout cas dans le free-to-play, les joueurs sont venus, ils n'ont pas payé. Leur temps est compté et ils ont une offre pléthorique. Et donc en gros, il faut pouvoir les garder et il faut pouvoir les servir. Et c'est un peu ça finalement ce que j'ai appris finalement grâce au mobile, c'est de dire notre jeu Game as a Service finalement, mais c'est facile de le dire, c'est plus difficile à faire. Et de dire voilà, aujourd'hui les joueurs, en gros, il faut qu'on puisse leur proposer une expérience qui fait qu'ils soient toujours réengagés, ils aient toujours envie de revenir et toujours envie de continuer à jouer au jeu.
Et donc, sachant que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut en perdre beaucoup. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc pour ça, le mobile est un espace vraiment à part. Mais ce qu'on a appris là-dedans, finalement, peut nous servir aussi côté console. Il y a des éléments aussi frustrants, qui sont les devices, qui sont le touch peut amener des éléments intéressants, mais il n'y a pas non plus de boutons, il n'y a pas de volant, si on veut faire du racing par exemple. Donc finalement, chaque franchise qu'on va lancer, parce qu'on en a d'autres en préparation, choisira ses plateformes en fonction de l'audience qu'on veut toucher. Et du coup, une dernière petite question qu'on essaye de poser à peu près à tous les gens qu'on rencontre, c'est quelle est ton opinion sur l'industrie vidéoludique en France? En ce moment, à l'heure actuelle en tout cas. À l'heure actuelle. Alors en ce moment, en France, donc on est quand là, exactement? 27 octobre. Le 27 octobre 2016, parce que je me méfie qu'on ne récupère pas ça dans quelques années. En France, je suis assez troublé par la qualité de la foultitude de studios qui émergent. Alors soit directement en sortant des écoles, soit qui sont essaimés par les gros studios et qui créent leur propre, qui tentent leur chance, comme nous on fait finalement, parce que nous on a tenté notre chance aussi. Et donc et surtout de la qualité de ce qui est proposé. Je parlerai pas de French Touch, mais pour moi il y a une vraie qualité. Et là, pour avoir fait un petit peu le tour du salon et avoir vu un petit peu les jeux qui sont présentés, il y a pas mal de petits studios qui finalement ont leur chance au milieu des gros AAA. Et ça, c'est un peu nouveau. Donc je ne sais pas si ça va durer, je ne ferai pas de prédiction. Par contre, ça fait du bien, c'est un air frais. Moi, personnellement, je préfère jouer à ce genre de jeu-là. J'aime aussi les gros jeux, mais j'aime bien varier. Donc aujourd'hui, en France, on a beaucoup de développeurs qui sont dans ce créneau-là, mais on a aussi de très bons développeurs en AAA. J'ai joué à Dishonored 2 hier, voilà. Pour moi, je ne peux pas dire que les Américains sont meilleurs que nous, voilà. Donc, et il y en a d'autres. Oui. Donc, je ne vais pas faire de pub à tout le monde non plus. Prochainement, il y a D3 de Quantic Dream qui sort certainement l'an prochain. Et David, désolé, j'ai pas d'abord dit le nom de ton jeu. Il y en a beaucoup d'autres, même on parle d'Avery, ils font des jeux très profonds qui traitent comme un free-to-play. Ils l'améliorent tous les ans. Enfin bon, il y a vraiment, moi je pense, une qualité en France et un renouveau, parce qu'il y a quelques années, il y avait un sentiment de danger finalement, où tout le monde pensait que ça allait vraiment s'écrouler. Et là, ça fleurit un peu partout, il y a des succès, que ce soit dans le AAA ou dans le jeu indé, et ça fait du bien. Voilà. Donc moi j'espère juste, je prédis pas l'avenir, mais j'espère juste que ça va continuer, parce que moi en tant que joueur, en fait j'aime les deux. Et donc j'espère que les deux vont continuer à coexister. Comme autre gros studio, je voulais citer Ubisoft Annecy qui sort leur premier jeu Steep en décembre. Il y a Ghost Puis Recon Wildlands qui est le premier jeu de Ubisoft Paris. Donc voilà. C'est vrai qu'on avait aussi peur il y a quelques années pour ce marché-là, parce que les jeux devenaient de plus en plus industriels et de plus en plus commerciaux et moins créatifs. Et puis il y a eu cette vague d'indépendants. Mais il y a Dontnod aussi en France. Ah oui, Life is Strange, Vampire bientôt. Et puis il y a Focus, tous les jeux Focus. Voilà, donc Styx. Finalement, il y a beaucoup d'équipes françaises. Une effervescence. Et ce que je veux dire, c'est que depuis 2011-2012, cette vague indépendante qui apporte toute cette fraîcheur et puis tous ces talents. Et on espère que du coup, Eden Games sera partie de cette vague-là pour de super jeux à l'avenir. Pas qu'il y a deux, du coup, mais. Du coup, maintenant, vous êtes complètement indépendant parce que vous êtes libéré d'Atari, c'est ça? Alors, le studio indépendant, aujourd'hui le studio est indépendant d'un éditeur. Aujourd'hui on n'a pas d'éditeur, donc en gros on est libre de créer nos propres jeux, mais aussi on est libre de trouver un éditeur. Et on est libre de pas trouver d'éditeur aussi. Donc en fait, il faut. Gear Club n'a pas d'éditeur. Aujourd'hui, alors ce qu'on a fait, c'est que Gear Club, c'est une expérience qu'on aimerait renouveler plus souvent possible, mais on a tout fait de A à Z, que ce soit le marketing ou les relations presse, et aussi tous les éléments de testing et tout ce qu'un éditeur finalement peut apporter, et le financement aussi. Donc en gros, Gear Club est un jeu 100% Eden Games.
Voilà, donc ça c'est. Mais ça ne veut pas dire que tous les jeux d'Eden Games seront comme ça, sachant que nous on marche au-delà du côté indépendant. L'indépendance permet de proposer des visions de jeux vidéo et des créations assez personnelles et qui, nous pensons, vont trouver leur public. Par contre, d'ailleurs je l'ai vu aujourd'hui, il y a des éditeurs qui peuvent partager certaines de nos valeurs et de nos envies. Et aujourd'hui, on n'a pas de religion en disant qu'il faut qu'on soit indépendant d'un éditeur. Alors pas du tout. Typiquement, Seasons After Fall est édité par Focus. Donc, et le jeu, c'est la vision de Swing Swing Submarine, il n'a pas changé entre-temps. Donc voilà. Bon, bah, en tout cas, merci David pour cette interview. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Si, merci beaucoup David pour... non, mais, merci David pour ton temps et ta sympathie. C'est vraiment très plaisir de discuter avec toi et puis c'était très intéressant. Ouais, c'était vraiment très intéressant et du coup je suis ravi d'apprendre que Kaya 2 est en route et sortira très bientôt. Le mec a rien retenu, tu sais. il a tout coupé dans sa tête. Ouais. Mais merci David et bon courage pour la suite. Merci à vous. Au revoir.